Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour ce nouvel hors-série historique, je vous rappelle que le premier était sur la construction de la tour de Pise. Je suis ravie d'être accompagnée de Fanny, la créatrice du génial podcast Passion médiéviste, le podcast qui décortique les travaux de recherche réalisés sur l'époque médiévale. Ensemble, nous allons parler des morts de rois les plus connes de France. Pardon, c'est horrible dit comme ça. Mais bon, appelons un chat un chat. Mais c'est ça, coucou. Hello. Et puisqu'elles ont eu lieu pour appâter très souvent une belle favorite, ces morts de rois très connes, on s'est dit avec toi que ça tombait vachement bien puisqu'on enregistre ensemble un 14 février. Mais oui, non mais c'est ça, on se fait notre Saint-Valentin à nous, on parle de morts de rois. Avec un petit rire machiavélique. Alors, je vais vous parler de Charles VIII. Charles VIII, je pense pas que vous en avez entendu parler. C'est pas un roi méga connu. En fait, c'est un roi de la fin du Moyen-Âge. C'est en gros, c'est 2 rois avant François Ier. Ah, ok, d'accord. Donc, on est vraiment juste à la fin du Moyen-Âge. Alors, Charles VIII, c'est un roi qui a été désiré parce qu'en fait, parce que Louis XI et Charlotte de Savoie l'ont attendu, cet enfant. Okay. Vraiment, il avait une grande sœur qui est Anne de Beaujeu, qui avait 23 ans de plus que lui. Ah oui. Vraiment, il a été très attendu. Donc, on était contents. Enfin, ce petit Charles qui naît. Il n'y avait pas la PMA à l'époque. Non, ils ont galéré. Ils ont pris leur temps. Mais ils ont galéré, sachant que aussi, et c'est important pour la suite, le père Louis XI, il avait vraiment vachement bossé. C'est pas un mec qui était connu comme très fun, mais il avait bataillé, il avait ramené plein de territoires dans le royaume de France. Vraiment, il avait bien bossé. Donc, il avait laissé à son fils un super royaume. Un royaume de France, vraiment, ça claque. Alors, quand il monte sur le trône, Charles VIII, il est encore jeune. Donc, c'est sa sœur, Anne de Beaujeu, qui assure la régence. C'est hyper rare dans l'histoire de France que ça se passe. Et surtout vraiment, une sœur. C'est ça, parce que la mère, je crois, est morte juste avant, donc elle pouvait pas faire la régence. Et vraiment, la sœur, elle avait été formée. C'est vraiment très rare. Et elle a été respectée par les grands de France en mode, OK, meuf, t'as bien géré le truc. Et notamment, parmi les trucs qui font que elle gère bien, c'est que elle va arranger le mariage pour son frère. Donc, Charles VIII, il va se marier avec, un des meilleurs partis de France, Anne de Bretagne. Il y avait pas Tinder non plus à l'époque. C'est ça, non, en fait, tu disais, attends, alors, qui est-ce qui est très bien? Mais Anne de Bretagne, c'est l'héritière du duché de Bretagne. Ouais. C'est vraiment un gros machin à l'époque. Et le duc de Bretagne, il avait pas d'autres enfants. Vraiment, il était en mode 1-1. Et donc, Anne de Beaujeu, elle fait ce mariage, donc, avec Charles VIII. Donc là, Charles VIII, il a une super épouse. C'est un des mecs à la tête d'un des pays les plus importants d'Europe. Mais tu sais comment on est, nous, les nanas. En plus, on va s'auto-persuader qu'un mec est BG parce qu'il est un peu rigolo. Alors, et il fait 1m52, ce qui est aussi important pour la suite. On va le voir. Et donc, Charles VIII, vraiment, il a tout ce territoire, il est très bien. Alors déjà, il fait un truc, qui en soi n'est pas très grave, mais en fait, il est obsédé par la chevalerie. Okay. Parce que quand il était petit, son père lui a fait lire des romans de chevalerie. Alors, il faut savoir que l'âge d'or de la chevalerie, c'est passé. Tu vois, c'est vraiment un truc normalement dépassé. Mais lui, il kiffe et tout. Il voulait appeler son fils Roland, comme dans la chanson de Roland. Mais on lui a dit non, ça passe pas trop. Donc son fils, il avait appelé Charles Orlan. Au début de son règne, il était vu comme le Messie. En fait, il y avait des gens qui avaient dit mais ouais, on va avoir bientôt un nouveau Charlemagne parce qu'on avait vraiment en tête Charlemagne, ce super roi à l'époque. Et là, regardez, on a un nouveau roi qui s'appelle Charles, mais ça va être lui le nouveau super roi et tout qui va consolider et qui va en fait avoir 2 couronnes. Et c'est là en fait que c'est le début de la fin parce que donc Charles VIII, il a des rêves de chevalerie et il se met en tête un truc, je trouve ça débile. Il se dit oui, je vais aller conquérir Naples. Ok. Il a hérité du royaume d'Anjou et c'est hyper compliqué, mais en gros, l'héritier du royaume d'Anjou a des prétentions sur le royaume de Naples. Mais ça, d'ailleurs, c'est un fil rouge tout le long de la Renaissance et avec l'époque de Catherine de Médicis, entre autres. Moi, je vais en parler dans mon histoire. C'est vois. Aussi les prétentions italiennes. Mais et ça m'énerve. Le gars avait un super royaume. Il s'est dit non, je veux aussi aller voir Naples. Non mais vas-y mon gars. Et après, du coup, je suis allée dans ce coin-là et c'est vrai que c'est un très bel endroit d'Italie. Moi, j'adore les pâtes, tu vois. Donc... mais du coup, il s'est lancé dans ce conflit, donc on appelle les guerres d'Italie. En gros, les guerres d'Italie, c'est l'Italie à l'époque, c'est plein de mini-royaumes. C'est vraiment, t'as pas un truc unitaire, c'est vraiment plein de mini-royaumes. Et donc, il se dit, ok, on se fight un peu. Alors, qui est-ce qu'on va appeler? Viens, on appelle le roi de France. Ouais, vive le roi de France. Il arrive, le roi de France arrive, mais en fait, il fait le bazar de, ah non, on veut plus le roi de France. Et il repart. Okay. Mais au bout d'un moment, non, mais on a encore besoin de quelqu'un. Vite, le roi de France qui revient. Vraiment, c'est que ça. Les guerres d'Italie, c'est une bonne patte, le roi de France. Non, mais lui, il est content.
Donc c'est un peu un mélange de guerre civile, de guerre européenne. Donc du point de vue politique, c'est un désastre, mais apparemment du point de vue militaire, ça s'est pas mal développé, ça s'est pas mal réussi parce que même il y a la France a la réputation d'avoir la folia française et vraiment apparemment on se débrouille bien. Donc OK, il en a marre, mais il y va quand même à chaque fois, il y retourne, il y va. Bref, un moment entre deux guerres, il va au château d'Amboise. C'est entre deux conflits, il va y retourner bientôt, mais il est posé avec ses potes, il a sa femme et tout ça. Il joue au jeu de paume, qui est un peu un mélange de la belote et du tennis de l'époque. C'est vraiment le jeu, on kiffe et tout ça. Selon les légendes, parce que voilà, les différents récits, il va chercher sa femme en mode viens jouer avec moi, ou viens voir un peu, ou viens voir. Et ce débile, il va un moment dans un bout du château d'Amboise et il se prend un linteau de porte. Il fait 1m52. Il fait 1m52. Apparemment, c'est un passage qui était un peu bas et puis paf, il se prend ça. Mais en fait, il est pas mort tout de suite parce que en fait apparemment, il tombe un peu dans les pommes et ça a été mal géré parce qu'apparemment on s'est dit non mais on va pas appeler tout de suite le médecin, il le laisse comme ça. Et donc il y a plusieurs choses, soit il serait mort d'une hémorragie cérébrale parce qu'il meurt le soir même, soit apparemment d'épilepsie, bref, on sait pas. Donc le roi de France, Charles VIII, meurt à 27 ans d'un linteau de porte. Déjà ça, c'est con. C'est horrible parce que le gars, il a fait plein de tournois parce qu'il adore la chevalerie. Il a parcouru l'Italie de guerre en guerre. C'est ça. Il aurait pu dire j'ai guerroyé et tout. Non, il meurt comme ça. Il a l'étonné de la porte. C'est ça. Mais alors, ce qui est fou, c'est que c'est pas le premier roi de France qui est mort en se prenant un linteau de porte. Il y a déjà un roi, mais bien longtemps avant lui, parce que là, on est 1498, donc on est vraiment à la fin du Moyen-Âge. Il y a un autre roi, mais il y a super longtemps, en 882, Louis III, un des premiers Louis, qui lui, il est mort, alors, à 18 ans, encore plus jeune. Pauvre. Et lui, alors, selon un chroniqueur, donc voilà, attention, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais lui, il serait mort en se prenant un linteau de porte, mais apparemment, parce qu'il était à cheval, il a voulu rentrer dans un château, apparemment en poursuivant une jeune femme. Non, donc, mais il y a voilà. rien qui va. Déjà, alors je veux bien, c'est rigolo de mettre son cheval à l'intérieur, pourquoi pas. Personnellement, je n'ai pas de cheval, donc j'ai du mal à me projeter. Mais frérot, si t'y vas au galop, tu te doutes bien et en qu'il faut se baisser. Donc harceleur sexuel, et ben c'est bien fait. Karma is a bitch. Voilà. Donc on a eu Louis III comme ça qui est mort comme ça. Donc là, on a eu 2 rois de France qui sont morts tués par un linteau de porte. Non, mais... Parce que aussi, je veux dire que là, donc Charles VIII, au-delà du fait que c'est rigolo, ce qui est aussi important, je suis un peu mon historienne, mais c'est vraiment important, c'est que c'était le dernier de sa lignée directe. Il meurt sans héritier. Donc en laissant, alors, il avait tout pour gagner, il avait tout pour être un super roi, vraiment avec une super femme. Non, tout va bien. Avec son père qui a géré pour lui donner un héritage de malade. Et vraiment, donc c'est des conséquences énormes parce qu'en fait après ça va être son cousin Louis XII. Alors le cousin, bref, on va pas trop parler dessus, mais le cousin, ça faisait un moment qu'il attendait. Il était trop au taquet, il le voulait. Donc là le cousin en mode hey, hop, il récupère sa femme parce que Charles VIII avait fait dans son contrat de mariage que s'il mourait sans héritier, elle devait se marier avec son successeur. Et donc vraiment voilà, comme ça, il meurt patatras en foutant en l'air tout ce que ses prédécesseurs avaient mis en place avant lui. Donc franchement, gros bad move, gros bad move. Et à la fois, tu vois, je suis en train de me dire, Anne de Bretagne a été extraordinaire. Elle a encore aujourd'hui, elle marque l'histoire. Alors à vérifier, mais dans mes souvenirs, c'est elle qui a mis en place la gratuité des autoroutes en Bretagne et qui l'est encore aujourd'hui. Mais oui, je crois que c'est ça aussi. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas autre chose. Mais oui, non, mais c'est plutôt cool. Hein. Mais Anne de Bretagne, elle est super classe. C'est vraiment une femme du Moyen-Âge. C'est une grande femme et surtout une femme badass qui a compté et qui a été très respectée de ses pairs. Et je me dis, bon, peut-être qu'elle avait besoin d'avoir un peu de lumière sur elle et qu'un petit linteau de porte, finalement. C'est ça, voilà. Donc dédicace à Anne de Bretagne. Oh, j'adore. Bon, t'es prête? Mais oui, vas-y, raconte-moi. Moi, je vais te raconter Henri II. Ouais. Alors Henri II, il naît en 1519. Son père, c'est François Ier. Ouais, la classe déjà. La classe, en revanche, moi je me dis que c'est 10 ans de thérapie d'avoir François Ier en tant que papa, qui, pour ses intérêts politiques, et donc on en parlait d'une guerre avec l'Italie, accepte de mettre ses 2 enfants en tôle. Mais oui, c'est vrai. Oh là là. Pendant 2 ans. Tu te rends compte que les 2 héritiers du trône, moi j'aurais un peu peur. Non, lui il échange volontiers ses enfants qui croupissent 2 ans
Solo, au départ, ça se passe bien, ça finit de façon catastrophique en prison. Et Henri II, il en est traumatisé de ça. Et à l'époque, sa tutrice s'appelle Diane de Poitiers. Il la regarde déjà avec les yeux de l'amour parce que elle est considérée comme la plus belle femme du pays. Ça fait un peu jaser, mais lorsqu'il devient roi à son tour après quelques péripéties, elle a 30 ans, elle est veuve, et il commence à entamer une liaison. Oh là là. Personne s'en rend compte au départ parce qu'il y a un tel lien de mère, de substitution. C'est chelou. Là aussi, il faut de la thérapie, en fait, mon gars. Et c'est méga crade. C'est méga crade. Après, elle a 30 ans. Déjà, l'écart n'est pas énorme. Ouais. C'est pas genre, elle en avait 70. Là, ça serait peut-être un peu bizarre. Mon enfant! Elle s'est mariée à 15 ans avec un homme qui avait une cinquantaine d'années. Elle est restée fidèle lorsqu'elle a été mariée, et puis il décède. Et à son tour, elle se retrouve avec un petit genou. Donc à chaque fois, il y a un énorme écart d'âge. Bon, mais c'est une vraie histoire d'amour entre les deux. Elle est brillante, autant politiquement, elle est incroyable et elle le guide. Et ce jour-là, ce 30 juin 1559, a lieu un tournoi. Dans mes souvenirs, c'est pour célébrer le mariage d'héritiers avec une petite princesse d'Europe, etc. Et donc c'est vraiment la joie. Tout le monde festoie. Puis tu sais, on s'en donne un peu à cœur joie, on boit, on mange beaucoup plus qu'on devrait, etc. Et se tient rue Saint-Antoine à Paris, devant l'ancien hôtel des Tournelles, un immense tournoi. Sachant qu'aussi que les tournois, c'est passé de mode. Hein. Là, c'est vraiment en mode, oh, on ramène ce vieux divertissement. Ouais, c'est pas hyper à la mode, les tournois. Il y en a pas énormément. Ah ouais, donc merde. Ça tombe d'autant plus mal pour lui. Bah ouais. Le truc le plus fou, c'est que la veille, son épouse, Catherine de Médicis, avait fait un mauvais rêve dans lequel il décédait. Et Catherine de Médicis, elle est très très croyante, mais aussi... Je l'adore, c'est ma Catou. Ouais, je l'appelle Catou, quoi. Elle est trop bien. Non, mais elle est trop cool, moi je l'adore. Et puis elle est à fond dans l'ésotérisme, ça l'aide à placer des pions à travers l'Europe, enfin elle est quand même assez folklore, quoi. Ils sont à fond sur l'astrologie, parce que déjà la mère de François Ier était déjà à fond sur l'astrologie, en mode elle faisait les tableaux d'astrologie pour tous ses enfants tout le temps. Elle était persuadée que son fils allait faire un truc de ouf. Elle avait raison. Et ben c'est dingue, parce que justement plusieurs astrologues auraient conseillé au roi d'éviter tout combat singulier. C'est quand même assez précis. Ouais, c'est précis, c'est clair. Nostradamus va carrément plus loin en disant, c'est l'un de ses vers les plus célèbres, je vais vous le dire, « Le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bélique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Deux classes, une, puis mourir mort cruelle. » Ah waouh! Mais c'est ouf ça! Se tient ce tournoi. Tout se passe bien, le roi gagne un premier duel, puis un second, il commence à fatiguer, tu vois. Et puis vient le dernier tournoi, lui il porte le blason de sa bien-aimée Diane de Poitiers. Imagine Catherine de Médicis, l'humiliation. Et ouais, elle doit faire la gueule. Tu te rends compte, elle est dans la tribune royale, elle est là, elle serre les dents et elle lui dit « Par pitié, n'y va pas, quoi. Mais lui, il veut flatter sa belle. Et ce dernier duel face à Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Ah, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui, mais ce duel se termine à égalité. Et ça, le roi, il a un ego un peu trop fort, il dit « Ah non, c'est pas possible que ça se termine comme ça. » Donc il en redemande un nouveau alors qu'il est épuisé, que c'est le dernier de la journée. Gabriel lui dit « Mais vous êtes sûr, mon bon roi, vous aviez quand même un petit peu gagné dans celui d'avant. » Vas-y, c'est bon, je laisse gagner, laisse tomber. Et surtout... dans la précipitation, parce que tout le monde dit à Henri II, non, n'y allez pas, etc. Il fait si, machin. C'est quand même le roi de France. C'est le roi de France. Mais tu te mets en spectacle. Franchement, t'as pas autre chose à faire, mais. Surtout, c'est bon, t'es déjà roi, quoi. Ouais, mais gars, enfin, vraiment, le mec veut de l'attention, quoi. De ouf. Une pick me. Non, mais genre, ouais, mais mon père, il m'aimait pas, donc moi, je veux de l'attention. Oh putain. Tu vois, comme quoi la psychothérapie, ça aurait pu aider. Et son écuyer lui remet très vite son armure dans la précipitation avant qu'il reparte au combat et lui ferme pas son aume. Manu. Et donc du coup, lui ne tilte pas, mais en fait, il a rien pour protéger ses yeux. Et là, bam, au bout de 5 secondes de duel, Gabriel, mais vraiment sans faire exprès, essaye de piquer son armure, la lance glisse et dans l'œil. Et paf. Et personne s'en rend compte sur le coup. Ah bon? Tout le monde pense que c'est un petit dommage, vraiment rien du tout, jusqu'à ce qu'Henri II glisse très lentement de son cheval jusqu'à s'exploser par terre. Wow.
là tout le monde se dit « Oi !» Il y a une petite merde. On enlève son home et il a 5 éclats dans le visage. Waouh. Les chirurgiens qui vont tout de suite le prendre en charge vont voir un pic dans son œil de plus de 10 cm. Ah ouais, c'est pas bien ça. Ça va beaucoup moins bien marcher en fait. Bah là, ça marche plus du tout. Parce que le gars décède comme ça, alors que tout le monde lui avait dit non, n'y va pas et tout. Diane de Poitiers est évidemment inconsolable et surtout elle comprend que sa position là, elle est terminée. Ah bah là, comment te dire que c'est Catherine de Médicis qui entre en jeu, qui fait alors je vais faire la régence, toi déjà tu dégages. Ouais. Ah ouais, elle dégage, elle est carrément, elle part en exil quoi. Et je comprends Catherine de Médicis, hein. Mais c'est ça. Mais en fait c'est que, et il me semble, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est depuis cette mort-là que les tournois de chevalerie ont été arrêtés en France, parce qu'on dit si le roi peut mourir lui-même lors d'un tournoi, il ne faut plus en faire. Waouh. Et c'est pas con. Ça fait sens en fait. Non, mais c'est parce hyper que grave. là, le gars met à mal un royaume. Enfin, c'est catastrophique. Bah, en ce qui plus, se passe. ça va être le bazar après, parce que ses fils, c'est vraiment. Après, moi, c'est le contexte des guerres de religion. J'adore. C'est, je sais pas. Moi, dit comme ça paraît hyper glauque. Mais en vrai, j'aime bien. C'est hyper intéressant et de voir. Il y a eu une exposition il y a pas très très longtemps au musée de l'armée là-dessus et alors du côté politique, c'est hyper compliqué parce que c'est vraiment je retourne ma veste. T'as 15 000 partis, les chrétiens contre. Parce qu'en fait, c'est là après qu'il y aura Henri IV qui s'est marié avec la reine Margot. Enfin, le film La Reine Margot, alors, ça parle de ça aussi. Les Huguenots, donc les protestants vs les chrétiens catholiques. Exactement. Mais alors c'est drôle quand tu dis guerre de religion. Moi, je pense tout de suite aux croisades, donc vers 1200 et quelques. C'est ça. Même avant la première croisade, c'est 1080. L'appel à la croisade, c'est 1095 à Clermont-Ferrand. Wow. La première croisade. Mais oui, mais en fait là non. Et en fait, les guerres de religion, on en parle aussi au sein de la France tout court, en mode guerre civile. Ça se dit aussi guerre de religion. Oui, c'est vraiment guerre de religion, et même on dit plus guerre de religion pour ce contexte-là que pour parce que les croisades, on dit les croisades parce qu'en fait les croisades, c'est beaucoup plus des croisades, des choses politiques. Bien que sûr. De religion en fait. J'étais en train de chercher à propos de notre Henri II. Lui, il est mort en fait. Quand il est mort, il avait eu 10 enfants avec Catherine de Médicis. Pas mal. 10 enfants. Donc vraiment, il s'était pas mal débrouillé. Ça m'a marqué parce que j'écoutais un podcast sur le sujet de France Culture pour préparer cette interview. Et dedans, ils disent oui, la pauvre Catherine de Médicis, elle a mis quand même 10 ans à avoir son premier enfant. Bon, après, elle en a eu 10. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant quand même de mettre 10 ans à avoir le premier, en avoir 10. Puis après, j'ai réalisé qu'elle a été mariée à l'âge de 14 ans. Mais ouais, non mais c'est hyper tôt, hein. Mais mon Dieu, mais évidemment, son corps était pas encore prêt. Et en fait, son premier enfant, elle a eu à 24 ans. Tu te rends compte quand même? Ah, mais c'est fou. Et puis, par contre, après, elle en a eu 10, hein. Donc, let's go. Bah ouais, quand son corps était prêt, Ils sont pas tous arrivés à la majorité, hein, malheureusement. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont morts, mais il y en a 7 qui ont résisté. C'est ça, non, mais faut remettre dans le contexte, mais, et puis, voilà. Mais elle a été une très bonne régente et vraiment une femme politique. Elle avait été formée à l'italienne, en fait. Médicis, c'était quand même une grosse famille. Elle débarquait pas de n'importe où, quand même. En plus, les Médicis, ils avaient été anoblis, mais assez récemment. Au départ, c'est comme des marchands, donc il y a un peu un esprit capitaliste. Mais c'est ça. Qui est très fort. Elle est très forte en égo, en fait. Bah vraiment, quand tu la vois pendant les guerres de religion, comment elle va elle-même négocier les traités de paix et tout ça. Non, moi je l'aime beaucoup, Catou. Elle est trop chouette. Et puis elle reste très très proche des papes sur place en Italie, et donc ça crée un lien très fort. C'est ça. Pour aussi, il y a un roi dont je veux te parler, dont je suis sûre, allez, 99% des gens qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler. Okay. Et c'est normal parce que c'est un roi d'il y a fort longtemps. Game on, go. C'est le roi Raoul. Alors déjà, Raoul. Commençons par le commencement, le pauvre. C'est ça. Lui, il a été roi des Francs en 923, donc après le roi dont on a parlé tout à l'heure, 923 jusqu'en 936. Et en fait, lui, vraiment, il a pas été roi très très longtemps, enfin, c'est quand même une petite dizaine d'années. En fait, lui, il était pas hyper légitime, mais il avait une femme qui avait un gros réseau de politique, donc il était hyper appuyé sur sa femme. Et en fait, alors lui, on n'a pas beaucoup d'informations, mais selon encore un chroniqueur du XIe siècle, donc du siècle d'après, lui, il est mort rongé par la vermine. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Le rongé par la vermine. En plus, il s'appelle Raoul. Raoul rongé par la vermine. Mais comment tu fais concrètement? Apparemment, il a une maladie et puis en fait, la vermine qui commençait, puis il est mort comme ça. Non. J'ai une pensée très émue pour le roi Henri III,
qui était sur le trône, mais pas de France, Ah qui était aux toilettes, quoi. Et sa garde lui dit, écoutez, oh, il y a Tara qui fait tchou. Oh, trop mignon. Bébé. Elle est triste de la mort d'Henri III. C'est pour ça. Non, c'est Raoul. Il n'y a pas de vermine, t'inquiète, Tara. Et donc il est aux toilettes et sa garde lui dit messire, un moine veut vous parler. Mais on lui a dit non parce qu'on vous protège, quoi. Et lui se dit franchement, je peux pas dire non à un bon moine qui veut me parler, faites-le venir. Donc le gars est aux toilettes et on lui ouvre la porte. Et il se prend, alors je sais plus si c'est un coup de poignard ou une flèche, mais dans le bide, et puis il meurt comme ça. Waouh. Sur le trône, mais pas de Miskin. France. Miskin de ouf. Non, mais... non mais en fait t'as plein de rois. En vrai c'est dangereux d'être roi. Franchement moi ça donne pas hyper envie comme taf. Hein. C'est risqué. D'ailleurs il y en avait un aussi, Louis V. Lui il est mort d'une chute de cheval pendant la chasse. Ah ouais. Classique. Vraiment en mode. Mais gars, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, il est mort sur les terres de son successeur d'un peu après d'une autre dynastie. Wow. Moi, je trouve ça un peu suspect quand même. Tu penses? Oh là là, il est mort, mais pile sur le territoire de celui qui deviendra Capet. Tu penses? Bah, c'est quand même un peu, voilà. Et vraiment, il y a eu un changement de dynastie à ce moment-là. Donc, voilà, moi, je dis ça, on sait jamais. Bienvenue dans La Leçon, le podcast complotiste. mais historique. Mais avec plus de 1000 ans de retard. Donc, on fait... c'est clair. Je dis non. C'est genre les gens qui s'insurgent. C'est ça, mais voilà. Non, mais je fais justement petit débunkage sur les morts des rois. Des fois, en fait, et c'est pour ça que je précise à chaque fois, c'est selon une source et tout ça, c'est que souvent, en fait, les gens qui parlent d'histoire au Moyen-Âge, des fois, ils font les chroniques de rois, mais qui étaient avant le roi sous lequel ils sont. En gros, c'est un peu pour dire, non mais regardez, les rois avant moi, ils étaient débiles, et moi, ça va beaucoup mieux. Donc parfois, faut un peu dire, non mais d'où il parle, en fait, le chroniqueur de l'époque. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de considérer. De ouf. C'est pour ça qu'aussi que Saint-Louis, on a une très bonne image de Saint-Louis, mais parce que le chroniqueur, c'était un très bon community manager. il a fait une super, non mais la légende de Saint-Louis. En vrai, tu vois Saint-Louis, mec, t'allais faire une croisade à Tunis. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et il est mort n'importe comment aussi, Saint-Louis. Donc, franchement, des fois. Il est mort comment, Saint-Louis? Alors lui, il est mort, je crois, pas de la peste, mais un peu comme ça. Et vraiment, bon, son corps a été ramené en France, mais vraiment, il est allé mort. Mais comme mourir n'importe comment, mec. Vraiment faire une croisade en Tunisie, j'ai jamais compris ce truc-là. Bref. Donc, faut toujours voir quand vous entendez d'histoire, quand on parle de l'histoire, mais qui raconte? De quel point de vue? C'est important d'avoir ça en tête parce que un récit, un échec, on peut le tourner de plein de façons. On l'a vu dans ton podcast plein de fois. Attention, hein. Ouais. On peut le raconter, on peut dire que c'est un bon échec, mais là, voilà. Donc, attention. Les sources, c'est important. C'est super intéressant. Merci beaucoup d'apporter cet éclairage aussi. Pour conclure cet épisode, je viens de trouver un article de topito.com. Ah, yes, les bonnes sources. Nous avons aussi Béla Ier de Hongrie. Alors forcément, on a tout de suite envie de chanter la chanson, on va se retenir. Lui, c'est horrible. Il se prélasse sur son trône en bois à Schuld, parce que c'est quand même un roi, tu vois, jusqu'au moment où le trône en bois s'affaisse sous son poids et il se fait empaler sur une latte. Oh non, quelle horreur! Oh la douleur! Oh, je me sens partir. Bon, conclusion, n'allez pas sur des trônes. Alors, attends. Il y a Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre. Lui, il aimait bouffer des lamproies, c'est des poissons qui ressemblent à des sangsues. Et son médecin personnel lui avait dit pourtant, Henri, non, arrête d'en bouffer, elles vont te dévorer de l'intérieur et tu vas crever. Mais Henri, il s'en fout, et en 1135, il se fait une petite bouffe de lamproies avariées. Et il meurt. Non mais sérieusement, le gars, quoi. Je me sens pas bien. Mais écoutez, quoi. Oh, il y a encore une histoire de toilette. Georges II, roi de l'Empire anglais entre 1727 et 1760, qui est sur les toilettes et qui pousse un petit peu trop et il fait une rupture d'anévrisme. Mais non. Dis donc, faut boire de l'eau, Georges II. Allez, un dernier pour la route. Alexandre Ier, 25 ans, en pleine guerre mondiale. Alexandre Ier devient roi des Hellènes, sous la pression des Alliés. Ça fait beaucoup de travail, mais heureusement, il a une passion, lui, qui lui permet de s'aérer un peu l'esprit. Il a une passion pour les chiens. Ça, je le comprends. Bah oui. Le 2 octobre, Alex promène son chien
et le chien commence à s'embrouiller avec un singe. Alexandre essaye d'intervenir, le singe le mord, la plaie s'infecte. Pouf. Mais non, tué par un singe. Je te jure. En plus, je viens de voir une photo parce que c'est Ah bah oui. c'est plus récent. Franchement, il est grave beau gosse. Attends, Ah ouais regarde. Ah ouais. Ah, Ouais, il est il porte beau bien la gosse. moustache. Ouais, il est vraiment pas mal. Moi, j'aurais été OK pour me faire marier de force. Merci beaucoup Fanny Bah, pour avec cet plaisir. épisode trop drôle fait ensemble. Mais oui, non mais vraiment, c'est toujours intéressant les rois de France et puis il y en a plein. Vraiment, allez voir auditeurs, auditrices, vous allez voir, c'est trop cool. J'espère que vous vous sentez mieux de votre situation parce qu'il y en a qui ont marqué l'histoire, mais pas que par leur prouesse Bah, c'est ça. au champ de bataille. Charles VIII, il a marqué pas l'histoire de France, mais l'histoire du château d'Amboise. Paf! Non mais tu te rends compte? Tu te rends compte? C'est ça. Donc faites attention aux linteaux de porte. Franchement, je me dis, je suis 1m52. La seule bonne nouvelle de mon existence, c'est quand même que je passe facile sous les portes, quoi. Même pas. Mais méfie-toi, les linteaux de porte ont fin à une génération, quoi. Attention. Ouais, tu te rends compte. À une dynastie. À une dynastie. À une dynastie. Bon, bah, dans le prochain épisode de Dallas, nous vous raconterons comment. Non, je rigole. J'espère que ça vous a plu, ce deuxième hors-série historique. N'hésitez pas à aller écouter le podcast de Fanny qui s'appelle Passion médiéviste, qui existe depuis 2017. Toi, t'es une OG du podcast. Oh my god, oui. Je suis toujours là. C'est ça. Coucou. Et puis, on se retrouve très vite pour des épisodes normaux à nouveau. Là, j'ai fait 2 hors-séries à la suite, donc rassurez-vous, on a aussi des épisodes classiques avec des invités, mais j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.